bien, bonjour à vous, et bonjour à tous. Et donc, de la dernière table ronde de cette Doc of Stock à la Softcode, nous allons donc parler encore du compagnonnage, vu que c'était le thème de la journée. Et nous allons parler du compagnonnage dans une structure privée, ce qui est un petit peu difficile, difficile, c'est un peu différent évidemment, puisque parce que le compagnonnage est évidemment une pratique qui est bien ancrée dans l'orthopédie et qui est indispensable pour apprendre le geste chirurgical, mais pas que le geste, on en parlera tout à l'heure avec vous justement. Et il y a forcément des écueils en termes de responsabilité ou d'assurance médicale qui sont peut-être pas tout à fait pareils, ou en tout cas qui sont pareils mais on ne le sait pas, ou enfin ça mérite d'en discuter aussi, et donc nous allons en parler tout à l'heure. Et pour en parler, nous sommes donc avec le docteur Jimmy Pêcheur, qui est actuellement docteur junior au CHU de Montpellier, et qui de Nantes. Pourquoi j'ai mis Montpellier? Montpellier, c'était tout à l'heure, mon Dieu, c'était... Oui, exactement, à Nantes, et qui est donc qui est en docteur junior, mais en libéral. Nous avons le docteur Philippe Valenti, qui est donc à la clinique Bizet en libéral lui aussi. Nous avons le docteur Philippe Tracol, qui a dirigé une clinique, qui dirige encore une clinique dans le Vaucluse. Non, c'est fini qui est, Bah oui, vous aviez une clinique orthopédique à Cavaillon. Oui, voilà. Non, mais bon, qui était dans une clinique libérale pendant 25 ans, qui a travaillé en libéral. Et nous avons donc, qui n'est pas chirurgien ortho, mais chirurgien quand même, le docteur Didier Léger, qui est donc chirurgien urologue à Grenoble, mais qui est aussi DG du cabinet d'assurance Medirisque, et qui est donc là aussi pour nous parler de ces histoires de responsabilité, qui est aussi au Conseil de l'Ordre, enfin qui a plein de trucs, mais je ne peux pas tout citer, hein. Là, j'ai cité ce qui était le plus important pour le sujet du jour. Et si on commençait justement par vous, Philippe Tracol, pour me parler, du coup, comment vous avez justement été compagnon ou mentor de beaucoup de chirurgiens dans votre exercice en libéral, du coup, et donc en privé. Alors, être compagnonnage en libéral, enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Philippe et Didier, mais c'est pas aussi facile que ça. Et moi, je trouve que j'ai créé le service d'orthopédie dans ma clinique il y a effectivement 30 ans. Sont arrivés ensuite 8 associés. Et donc, dans ma vision des choses, je n'ai jamais eu besoin de faire un compagnonnage chirurgical. Je trouve qu'ils sont arrivés formés, peut-être même mieux que moi, voilà. Mais par contre, j'ai fait un vrai compagnonnage d'accompagnement sur tout ce qui est parachirurgical. Oui. C'est-à-dire que quand on s'installe tout seul, on ne sait pas ce que c'est qu'un salaire, une feuille de paye, un comptable, une charge sociale, une gestion avec la clinique. Et là, oui, je pense que l'apport des anciens, c'est un vrai compagnonnage, parce que tout ça, ce n'est pas enseigné à la faculté, nulle part d'ailleurs, il faut l'apprendre sur le tas. Alors, il y a le GECO qui organise des universités d'été au mois de juin, où justement il y a une journée entière d'accompagnement des jeunes à l'installation. Mais je trouve que, oui, je pense avoir été utile à mes associés sur ce sujet-là. Pas vraiment sur le plan chirurgical. Je trouve qu'ils en savaient autant que moi, peut-être même plus. Et j'ai pas eu Mais alors, l'impression... est-ce que vous auriez pu leur être utile sur le plan médical? Est-ce que vous auriez pu laisser un... Alors, c'était vous des associés qui venaient, mais est-ce que vous avez eu des internes qui venaient déjà? Ou est-ce qu'à l'époque, Alors, ça se faisait bien pas? sûr, alors on peut dire le compagnonnage, si on parle de version chirurgicale, c'est la vie du vieux. C'est la vie du vieux sur une indication, sur une reprise, où ce patient il va pas bien, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Ou les aider quand ils ont des ennuis judiciaires en expertise. Ils viennent vous voir, vous êtes à l'ancien, j'ai reçu le papier bleu ce matin, ils sont désespérés. Et là, oui, ils ont besoin d'un soutien d'un ancien. Et ce qui est difficile, c'est d'être à la fois un peu le mentor, mais pas d'être non plus le vieux qui veut à tout prix faire passer ses idées hors d'âge. C'est pas facile, hein, voilà. Il faut, je pense, les laisser venir et les aider quand ils en ont besoin. Oui, mais alors, on va parler avec Jimmy Pêcheur, qui du coup est docteur junior et qui fait de la chirurgie de la main, et qui m'a donc expliqué que faire de la chirurgie de la main à Nantes, du coup, et non pas à Montpellier, ça obligeait à faire ses stages en clinique et pas au CHU, parce que le CHU n'en fait pas. Alors, on fait comment? Ben, du coup, c'est justement ce pourquoi l'ARS a donné l'autorisation à ce secteur pour recevoir des internes et maintenant des docteurs juniors et même des assistants, pour avoir un cursus qui puisse se former, parce que c'est important que dans toutes les subdivisions, en tout cas moi je pense que dans toute subdivision, il doit au moins avoir une proposition alors d'offres de soins, mais par conséquent d'offres de formation.
sur toutes les surspécialités de notre domaine. Et c'est en ce sens que l'ARS qui nous chapeaute globalement a donné l'autorisation à la clinique. Ce qui implique, c'est pas juste un papier, ça implique comme des obligations de leur part de formation, de staff, qui sont vraiment très pertinents. Donc moi je trouve ça très bien, j'en profite. Après effectivement il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage que je trouve en premier, c'est la densité et le fonctionnement du libéral, parce que du coup il y a un rythme qui est différent, avec une facilité, en tout cas comme c'est une structure qui est faite de surspécialisation, tout est pensé pour, donc il y a une densité de patients qui fait que on se forme énormément de par la densité. Et puis à côté de ça, on a des staffs comme on pourrait avoir en CHU, alors par des praticiens qui ne sont pas universitaires, ils n'ont pas la casquette universitaire, mais ils ont un équivalent pour notamment là où je suis, où ils sont membres du collège des enseignants de chirurgie de la main, donc il y a quand même une volonté de formation. Je pense que c'est une vraie volonté de leur part, d'avoir des jeunes pour transmettre. Ce qu'on disait tout à l'heure en préambule, en introduction, c'est que la difficulté, c'est effectivement peut-être un peu le système assurantiel, parce que c'est vrai que, et moi je le comprends complètement, en CHU, le système assurantiel n'est pas le même, donc on a plus de facilité à faire du compagnonnage en lâchant, j'utilise le terme de lâcher la main aux plus jeunes pour se former. Alors il n'y a pas d'improvisation, ça reste de la formation, mais il n'empêche qu'en libéral, on peut en tout cas être mis directement en cause par des plaintes, etc. Je pense que ça fait un peu plus craindre le praticien de justement lâcher la main en libéral que dans le public. Et donc ça, c'est une vraie limite qui existe dans ces structures-là. Eh bien justement, Didier Léger, qui est là, vous allez prendre la casquette d'assureur pour le coup, pour m'expliquer justement, en fait, est-ce qu'il y a des différences ou pas d'assurance entre le CHU et la clinique? Est-ce que finalement l'interne en clinique a le droit d'opérer autant qu'en CHU? Est-ce qu'au CHU, en fait, il n'a pas plus le droit, mais il le fait quand même parce que c'est le CHU et que c'est pas grave? Enfin, voilà, comment ça se passe et comment quels sont le cadre juridique pour pouvoir et assurantiel pour pouvoir... En théorie, c'est pareil. C'est-à-dire que vous soyez préposé d'un directeur de l'hôpital qui est le commettant ou préposé d'un collègue chirurgien libéral, en théorie, vous êtes toujours un préposé, vous n'avez aucune autonomie d'exercice. Il y a eu à ce propos un interne de Marseille qui a été condamné pour une erreur grossière sur une prescription. On a estimé qu'il n'ait pas d'autonomie. Donc en fait, les internes, il y a eu des grosses discussions. J'étais président national du syndicat des internes, ne serait-ce que pour le certificat de décès, pour un certain nombre de certificats, où là, on doit appuyer le fait qu'on est docteur en médecine. Et on s'est battu pour que les internes aient cette reconnaissance. Et c'est probablement un peu pour ça qu'on est passé sur le statut de docteur junior, qui permet de mettre en quelque sorte une hiérarchie dans le niveau de compétence. Et d'ailleurs, si on prend la jurisprudence, selon si le médecin à qui vous collaborez, le jeune, il a sa licence de remplacement ou non, l'approche de la juridiction ne sera pas la même. Quant au médecin qui reçoit, il a un assureur en tant que libéral. L'hôpital, lui, il a un assureur. Et d'ailleurs, l'interne, lui, il est couvert en théorie par l'assurance de l'Agence régionale de santé. Et en théorie, il a une assurance civile par cela. En fait, en pratique, quand nous, on a des mises en cause avec des maîtres de stage, c'est assez flou au niveau de la jurisprudence et au niveau de la responsabilité. Et on va considérer, c'est l'article 70 et 40 du Code de déontologie, et ça, c'est notre responsabilité disciplinaire, mais qui est souvent repris par les juridictions. On va considérer que le préposé, qui est l'interne, qui va travailler avec le maître de stage, qui est le commettant, est sous l'autorité absolue du commettant. Et c'est le commettant, c'est-à-dire le médecin responsable du stage, qui considère si oui ou non son interne a une capacité d'avoir une délégation de tâches en autonomie ou non. Mais le droit dit que non, si ce n'est que c'est le responsable de stage qui restera responsable de tout ce que fait son préposé. Et les médecins ont des préposés qui sont la secrétaire. Nous sommes responsables de notre secrétaire quand elle répond au téléphone, d'où l'importance de former sa secrétaire au secret médical, etc. Nous sommes responsables de notre IBOD, et nous sommes même des commettants temporaires avec nos IBOD ou les infirmières qui nous sont confiées en salle. Donc nous, libéraux, on a l'habitude de gérer des préposés temporaires. L'interne qui est en stage chez nous, c'est un préposé temporaire. C'est donc à nous à évaluer ce qu'on peut lui déléguer ou non. Ça, c'est tout ce qui est la responsabilité civile. Et il est important que les maîtres de stage, ils informent leur assureur. Et aujourd'hui, je crois que sur le marché, tous les assureurs du marché vont couvrir les préposés du médecin. C'est dans les conditions générales du contrat d'assurance. C'était la secrétaire, les infirmières, les IBOD et
éventuellement un étudiant stagiaire ou des follow qui viennent du reste du monde. Ce qui est important pour l'assureur, c'est d'être informé qu'on a 1, 2 ou 3 stagiaires en présence. Et à ce moment-là, c'est des préposés. Il n'y a pas de souci d'un point de vue civil. La difficulté vient pour nos jeunes collègues sur la responsabilité pénale et disciplinaire. Oui. Et c'est pour ça que là, l'assureur, par l'ARS, par le CHU, l'assureur général de tous les internes, peut décliner sa responsabilité. Dans la procédure pénale et disciplinaire, c'est chacun d'entre nous qui doit assumer sa responsabilité. Essentiellement pour la faute potentiellement détachable. Un interne qui serait en stage dans une clinique à Cavaillon ou ailleurs va gentiment aux urgences, il voit une plaie de la face palmaire, il la ferme sans l'explorer en disant moi j'estime que, et puis derrière il y a un problème avec un tendon ou un sepsis, et le commettant, le chef de responsable du stage, lui dit mais tu m'as pas informé. Ouais, mais j'ai pensé que. À ce moment-là, tu as pensé que, mais je suis ton responsable. Tu m'appelles, tu me dis j'ai une plaie de la face palmaire qui ne nécessite pas d'exploration. Je te pose 2-3 questions et je valide ou non le fait qu'il ressort sans exploration. Mais si tu le fais de toi-même, à ce moment-là, tu prends ta responsabilité et c'est une faute détachable. Donc il est important que les internes, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit sur les terrains de stage, ils aient leur assurance propre pour la responsabilité pénale et pour la responsabilité disciplinaire, ordinale. Mais en tant qu'assurance, aujourd'hui, et je vais conclure là-dessus, je suis toujours un peu long, mais aujourd'hui, il n'y a aucune difficulté à ce que des internes aillent en privé, d'autant plus qu'il vient de nous le redire gentiment en termes d'encadrement, c'est parfait. Il y a même des PUPH qui sont partis s'installer en privé. La célioscopie a été inventée en privé, on va revenir au CHU. Donc il faut que, et on le voit à la Sauvecote, que cette émulsion professionnelle libérale hospitalière, on bosse ensemble, dans l'intérêt de nos jeunes, dans l'intérêt des gens. Et il faut sécuriser ça par un assureur, et vous devez informer votre assureur que vous avez des internes en stage. On donne le nom, le prénom, on le valide. Nous, en tout cas, on fait tout à peu près comme ça sur le marché. On renvoie une attestation. Vous avez reçu un interne qui est là. On vous rappelle qu'il n'est pas en autonomie. Vous êtes responsable de tout ce qu'il fait. Et on vous demande donc de l'accompagner dans toutes les décisions et de contrôler et faire ce que vous faites, c'est-à-dire des staffs, des réunions, et on se connecte, et on s'appelle, et on fonctionne. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème de responsabilité en termes d'assurance. Il suffit quand même d'informer l'assureur. Oui, mais est-ce que dans les faits, Jimmy Petcher, quand vous faites des stages, alors peut-être que maintenant vous êtes docteur junior plus, mais quand vous étiez interne, par exemple, est-ce que le chirurgien libéral vous laisse opérer en son nom? Puisque le patient, il a choisi son chirurgien. Et il est venu exprès. Et on ne va pas lui dire, moi je choisis d'être opéré par Philippe Tracol et que je sais que c'est, je sais pas qui, Kevin Dupont, je ne vais pas être content. Hein. C'est effectivement une des... Parce que j'en ai discuté plusieurs fois avec les praticiens qui me compagnonnaient, justement. C'est un vrai argument, c'est-à-dire que les patients viennent voir un chirurgien. Quand on va souvent à l'hôpital, surtout sur le système d'urgence ou de programmé, c'est pas la même philosophie, mais quand on vient voir un chirurgien, on va être opéré par le chirurgien et pas par quelqu'un d'autre. Donc il y a aussi alors c'est un contrat qui est pas tacite, mais globalement ça coule de source globalement. Les praticiens, enfin les patients ne veulent pas être opérés par un jeune en formation. Bien que parfois il y a aucune sur des prises en charge assez simples, il n'y a pas forcément de différence. Après, effectivement, parfois il y a un besoin d'expertise, mais du coup, est-ce que vous avez noté, vous, entre vos passages au CHU et vos passages dans les cliniques privées, que vous étiez plus au charbon, au CHU, parce que de toute façon, on vous met, et puis on fait confiance, on se dit que de toute façon, le patient du CHU va peut-être pas attaquer non plus parce qu'il sait que ça se passe comme ça, et que dans une clinique, votre responsable ou le chef de service, il sait quand même que c'est son nom, que c'est sa clinique, ou que c'est son service, et que du coup, il va moins vous laisser faire. De manière très subjective, alors après, moi, je ne connais pas effectivement tous les précisions des décrets, mais de manière très subjective, oui, je le ressens, qu'il y a une pression qui est différente, qui n'est pas légitime, parce qu'un patient doit être pris en charge de manière optimale, quelle que soit la structure, mais il y a une pression supplémentaire, on le sent, d'un point de vue, et puis je pense que c'est une pression qui est de plus en plus présente depuis des années, qui croît, parce que je pense qu'il y a de plus en plus de plaintes. Mais par contre, pour revenir sur ce qui avait été dit précédemment, d'un point de vue très pratico-pratique, sur le papier c'est très bien, mais qu'un jeune en formation valide toutes les décisions, impossible à mettre en place, impossible, de toutes les demandes, tous les appels. Je pense que déjà les praticiens en eux-mêmes, ils ont une charge de travail qui est colossale. Si en plus il y a besoin de superviser chaque décision de j'ai fait, j'ai pas fait, c'est pas faisable en vrai. Oui. Moi je voudrais qu'on revienne sur la notion de compagnonnage, parce que moi, exerçant dans le privé depuis 30 ans à l'Institut de la Main, tous les 6 mois, j'ai 6 fellows étrangers qui viennent. Entre 4 et 6 fellows. Donc j'ai 4 fellows avec moi.
Il faut savoir que et c'est des gens qui viennent pour un enseignement bien particulier. Donc il n'y a pas que l'acte opératoire. Ces gens-là, souvent, sont des gens déjà formés et par compagnonnage, vous les formez sur une spécialité, par exemple pour moi l'épaule. Donc la consultation avec vous, c'est du compagnonnage. Oui. C'est extrêmement important. Et c'est actif, c'est-à-dire que moi, le patient rentre en consultation, j'ai 2 ou 3 fellows avec moi, je pose des questions au malade, je dis pouvez-vous vous déshabiller, je demande à un tel de l'examiner, et on l'examine ensemble, et ça c'est du compagnonnage. Oui, c'est vrai. Et il ne faut Il y a pas pas que oublier, l'opération en tant faut que pas telle, oui. oublier que l'indication chirurgicale, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc C'est le vrai. compagnonnage avant tout, c'est poser la bonne indication, faire le bon diagnostic, poser la bonne indication, et c'est comme ça qu'on évite des erreurs. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, je pense que le privé ne peut pas suffire à transmettre une technique chirurgicale, à aider le chirurgien qui vient vous voir. Mais par contre, et c'est pour ça que le public doit continuer et doit former aussi ces gens-là et les autoriser à opérer. Mais nous, dans le privé, moi, quand un malade vient se faire opérer par moi, je suis obligé de l'opérer. Et oui. Mais par contre, je montre la technique aux fellows. Et quand les fellows restent 6 mois, quand ils voient 3 ou 4 prothèses d'épaule par semaine, toujours la même chose. Les prothèses sont enregistrées, c'est-à-dire que le fellow a une vidéo de la prothèse, il fait le montage des relive surgery, etc. Et je peux vous assurer que quand je vais les revoir dans leur pays, ils savent opérer. Ce n'est pas un problème technique. Quand vous voyez un chirurgien opérer, après vous faites du mimétisme. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que nous, on ouvre le fer à moulin pour ces gens-là. C'est-à-dire que moi, mes fellows, une demi-journée par semaine, ils ont accès à une dissection sur cadavre. Donc ces fellows peuvent reproduire ce que vous voyez. Ils ont à la fois une dissection et à la fois de l'arthroscopie, car au fer à moulin, on a des colonnes d'arthroscopie. Donc très souvent, quand les techniques sont difficiles, une demi-journée par semaine, ils vont au laboratoire et ils reproduisent. Donc si pendant 6 mois, vous voyez un chirurgien, comment il examine les patients, comment il pose l'indication chirurgicale, comment il opère et comment il suit ses patients, comment il gère les complications, parce que nous avons tous des complications. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire que le chirurgien, il doit former son collègue, c'est un médecin. Il faut prendre en charge médicalement le patient, et tout ça, c'est du compagnonnage. Le compagnonnage aussi, c'est de dire, bah voilà, je vais au congrès de la Sofcote, je téléphone, combien ça coûte pour que mon fellow vienne, c'est 45 €. Hop, bah vas-y, inscris-toi et viens à la Sofcote. C'est ça le compagnonnage. Il y a une plateforme Shoulder 3T où on a tous les ténors de l'épaule qui ont mis des vidéos. Vas-y, c'est gratuit. Ah mais comment on peut faire? Voilà. Et le fellow arrive, mon assistante de recherche lui donne toutes mes publications, tout le disque dur, des vidéos, paf, c'est pour le fellow. Je peux vous assurer qu'en 6 mois, même s'ils n'opèrent pas, ils ont une somme d'informations, mais à un moment donné, il faut qu'ils opèrent. Voilà, ça Et demande. nous, dans le privé, on ne peut pas. Parce que nous, ça fait 30 ans qu'on demande à Branchet. Je suis désolé, moi, je ne peux pas aider un chirurgien à faire une prothèse d'épaule quand c'est un malade privé. On n'est pas assuré pour ça. Et donc, je pense que le privé est un complément indispensable du compagnonnage, parce que moi, j'ai beaucoup d'internes de Paris qui viennent passer 6 mois. Ils acceptent de ne pas opérer, parce qu'ils ont tout le reste, qu'ils n'ont pas forcément à l'hôpital. Mais l'hôpital doit exister pour les autoriser à opérer. Toi, ta structure est une structure exceptionnelle, c'est-à-dire que c'est presque de la formation plus que du compagnonnage, parce que tu les amènes au cadavre, etc. Des choses que moi je ne peux pas faire à Cavaillon. Mais la question que je vais te poser, c'est est-ce que les gens acceptent facilement de venir en consultation, de te voir toi, avec 2 ou 3 personnes à côté, se laisser examiner par les autres? Ils sont informés avant, comment ça se passe, ou est-ce qu'il y a une information particulière, ou ils ont la surprise de voir le docteur Valenti avec 2-3 philos autour de lui? Ils sont souvent très contents. Ils sont souvent très contents parce que je les présente. Je dis, lui, il vient de Colombie, etc. Et ils examinent. Mais si tu veux, moi, je fais pas... Ils n'examinent pas dans une pièce tout seul le patient. C'est-à-dire qu'ils examinent avec moi. C'est vrai que ça prend du temps. C'est 20 à 30 minutes. Mais quelqu'un qui vient pour une omarthrose d'épaule, eh bien, le fellow voit tous les examens cliniques que je fais. Les scores sont remplis. Les scores de Constant, la SES, le VAS, etc. Donc je pense qu'on a un devoir de transmission et de formation
en consultation, et les patients sont... À la fin, ils te disent, est-ce que c'est vous qui allez m'opérer? Donc là, tu es obligé de les rassurer en disant, c'est moi qui vais vous opérer, c'est moi qui vais vous revoir à 6 semaines. Et je pousse même le vice parce qu'à 3 mois, c'est le fellow qui va les revoir. C'est pas moi. Et je vous reverrai par contre à 9 mois. Et donc, ils connaissent déjà le chirurgien qui va les revoir. Et donc, il suffit d'expliquer aux gens, et les gens sont tout à fait... À partir du moment où c'est toi qui les opères et qui les suis, ils acceptent. Et où j'ai été étonné aussi, c'est que le chirurgien qui vient en formation pendant 6 mois, il accepte complètement de ne pas opérer pendant 6 mois. Je n'ai jamais... Parce que, parce que si c'est 6 mois, ça je comprends, mais c'est vrai que ça demande ce que vous avez... Parce que c'est sûr, voilà, vous pouvez... L'indication qui est très importante, ça on peut la prendre... Et on peut palper à 2, et ça c'est pas très grave, ça je suis d'accord. On peut... Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça demande quand même à ce que toutes les chirurgies soient pratiquées au CHU. Parce qu'il faut quand même bien la faire une fois. C'est en ce point, je trouve ça très important ce qui est dit. C'est-à-dire que je pense qu'il faut une proposition. Moi, j'ai l'intime conviction qu'il faut une proposition d'offre de soins et donc de formation au CHU. Pour une formation, alors quand je dis basique, c'est pas du tout caricatural, c'est au moins une formation minimale. Et après, on a la possibilité d'aller dans des centres experts se former. Et je pense qu'on accepte évidemment bien plus d'aller dans un centre expert, de ne pas opérer pendant 6 mois, si on sait qu'effectivement on a une formation à côté. Par contre, si on commence, et c'est le cas dans certains centres, alors moi dans ma ville, mais c'est dans le cas dont il peut y avoir du rachis dans certaines villes, du pied dans d'autres, si on commence à accepter que certaines sous-spécialités vont uniquement dans des centres experts et qu'on va se former dans des centres experts, là on sort de ce cadre-là, parce que du coup on est obligé, à un moment ou à un autre, on est obligé d'opérer, on est obligé de savoir faire. Et donc, comme toute formation, quelle qu'elle soit, notamment technico-pratique comme notre métier, on est obligé d'avoir une première fois sur un patient. Et donc ça se discute, du coup c'est plus du tout la même philosophie. J'ai l'intime conviction, moi, qu'il faut, et moi je me bats pour, qu'il y ait une proposition de formation, notamment de chirurgie de la main, à Nantes. Pas savoir faire toutes les prothèses, notamment de main, qui sont peut-être une expertise dans le centre, mais au moins que l'interne ait vu dans sa formation, sans passer dans ce centre, un canal carpien, un doigt arceau, des choses très basiques. Et je pense pour la main, mais je pense pour toutes les surspé en fait. Moi, ce que je voudrais dire pour les centres privés comme ça, parce que je connais bien les centres SOS Main où les internes opèrent, parce qu'ils ont une licence de remplacement, etc. Je voudrais pas qu'on les utilise pour combler les trous. Parce que c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que si tu te retrouves tout seul à opérer dans le privé parce que tu es autorisé et parce que le chirurgien fait autre chose à côté, c'est plus de la formation. C'est boucher les trous. Et ça, c'est pas bien. Et ça, c'est pas bien parce qu'on a tous besoin d'être aidés, même sur des gestes très simples. On doit tout. Et donc, dans ces centres de chirurgie de la main, souvent, les urgences sont tellement importantes que le chirurgien finit sa consultation et l'interne qui est autorisé à opérer commence à opérer tout seul. Et je pense que ce n'est pas bien. Il faut accompagner. Ce n'est pas un service qu'on rend aux jeunes de les laisser se débrouiller seuls. Le nombre de fois où moi on m'a téléphoné le dimanche soir, des chefs de clinique à Paris, qui m'ont dit demain matin je fais une prothèse d'épaule, je suis tout seul. Je te remercie pour ta vidéo, je vais détailler ta vidéo, je vais regarder un peu comment tu fais ça. On ne doit pas laisser des gens en formation seuls, on doit les aider. Et c'est ça qui est très important aujourd'hui. Moi j'ai été formé il y a 30 ans, on me tenait la main, Nordin me tenait la main, Pat me tenait la main, Didier Pat en privé, c'était incroyable, on avait une salle avec 2 tables d'opération. J'opérais avec lui une butée, je l'aidais et après il m'aidait sur la butée. C'est ça du compagnonnage et je crois que ça soit le privé ou l'hôpital, on doit aider les jeunes chirurgiens. On ne doit pas les laisser tout seuls dans la difficulté parce que l'organisation est mal faite. Et c'est ça le compagnonnage, parce que le compagnonnage il n'a pas changé. À l'hôpital, Roulet, je suis sûr qu'il aide ses internes et ses chefs et il ne les laisse pas tout seuls dans la difficulté. Et dans les centres privés, c'est pareil. Vous vous retrouvez sur une plaie de doigt, vous pensez que c'est simple. Il faut réparer l'artère, il faut réparer le nerf, il faut réparer le tendon. Il faut être aidé. Il faut qu'on vous montre techniquement les points difficiles. Sinon, qui est-ce qui en pâtit? C'est le patient. C'est le patient. Donc, l'excellence de notre chirurgie, nous, elle vient parce qu'il y a du compagnonnage à tous les niveaux. Compagnonnage technique, compagnonnage d'éducation, d'indication, des congrès, les vidéos. Et maintenant, c'est formidable. Avant, on n'avait pas autant de cours.
Avant, on n'avait pas de plateforme vidéo. Avant, on n'avait pas de topo accessible. Maintenant, on a tout. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce n'est pas parce qu'on a tout ça qu'il faut oublier le compagnonnage, l'aide du grand chirurgien avec le petit. Ça, c'est fondamental, je pense. Pour compléter ce que tu dis, nous en urologie, on reçoit des internes qui viennent en privé. Alors, la première chose, c'est le niveau d'information. Il est très important que les patients en consultation soient informés qu'à la consultation, il y aura plusieurs. Ensuite, comme on vient de le dire, il y a quand même un contrat de soins entre le praticien libéral qui fait qu'il y a une facture à la fin, c'est lui qui encaisse des honoraires, donc il n'est pas question qu'il délègue 100%, mais néanmoins, il y a un certain nombre de choses que l'interne peut faire sous accompagnement, délégation, compagnonnage. Il va vers la visite, il va gérer une complication, voire un antibiotique, tout ça en lien avec nous. Et au bloc opératoire, effectivement, il y a un certain nombre d'équipes libérales qui reçoivent des urologues, et nos jeunes internes d'urologie opèrent sous l'autorité du compagnon qui les guide. Bien évidemment, ce n'est pas des cystectomies, ce n'est pas des néphrectomies difficiles, ce n'est pas des épaules difficiles, mais sur un tendon ou une plaie simple, on va accompagner l'interne, il va explorer, on est près de lui, on l'accompagne. Et je pense que comme il vient de le dire très clairement, le compagnonnage est possible en privé. Il est bien évidemment régulier à l'hôpital, mais il peut être parfois très mal fait à l'hôpital et parfois très mal fait en privé. Tout dépend, l'homme qui porte l'équipe, comme toujours. Et en tout cas, pour terminer au niveau de l'assurance, c'est possible. Il suffit juste qu'on soit informé et que le malade, lui, soit aussi informé. Alors nous, c'est un peu plus délicat parce qu'on a des examens pelviens, etc. Donc le malade, souvent, il nous dit je ne souhaite pas que l'interne assiste à mon examen gynécologique ou autre. Il n'y a pas de souci, ça se passe bien. Puis il y en a un certain nombre qui acceptent, comme à l'hôpital, que l'examen soit réalisé à plusieurs. Tout dépend toujours de la bienveillance, de la courtoisie, de la façon dont ça se passe. Et ça peut se passer très très bien aussi en privé. Oui, donc parce qu'il n'y a pas finalement de blocage, en tout cas légal. Après, il y a un blocage du médecin avec son patient parce que voilà, il a été choisi. Il faudrait quand même, comme dit Jimmy Pêcheur, que globalement le CHU récupère quand même toutes les expertises, au moins pour les montrer une première fois. Parce que c'est quand même le rôle du CHU, il y a quand même le HUD universitaire dedans. C'est là que la formation doit avoir lieu quand même. Oui, mais qu'après qu'il y ait du compagnonnage, des... après qu'on vienne se spécialiser ou se surspécialiser ou prendre un complément pendant 6 mois, c'est une chose. Mais de se dire que la formation initiale, on l'a fait entièrement en clinique, peut-être que c'est quand même excusez-moi, mais quand on voit l'histoire de la cédoscopie et de la robotique, par exemple, il y a eu des équipes libérales qui ont été leaders. Et heureusement que les collègues et que nos sociétés savantes existent et qu'aujourd'hui, que ce soit les uros, les orthos, il y a une mixité entre des PU, des PH et des libéraux qui fait qu'on partage ensemble. Mais il y a eu des innovations qui ont été possibles d'abord en libéral, parce que le CHU, la structure administrative, ne voulait pas mettre 1 million d'euros sur un robot, et qu'il y a des équipes libérales qui ont été leaders, et qui ont ensuite permis à des collègues hospitaliers de venir se former en libéral, puis de ramener au CHU cette science, et ensuite permettre des publications, etc. Mais il y a aujourd'hui des grosses équipes libérales qui font parfois mieux dans l'innovation, et qu'il faut ensuite qu'on aille chercher pour ramener dans l'enseignement, dans tous nos CHU, ce savoir-faire et ce savoir-être, pour ensuite le diffuser auprès de nos jeunes, qui seront demain la chirurgie de demain, en libéral ou en hospitalier. Et je rappellerai juste que la chirurgie aujourd'hui, elle est faite à plus de 60% en libéral et qu'il faut vraiment qu'on collabore tous ensemble. Ah oui. Mais c'est justement ce qui se passe quand on voit le cas de Jimmy Pêcheur qui est formé quand même en clinique a priori et qui du coup, voilà, bon an mal an, vous avez qu'à opérer. Le souci, alors ça soulève plein de questions parce que du coup, quand on va se former dans des centres hyper spécialisants qui forment sur du mono-articulaire, c'est-à-dire du membre supérieur et a fortiori que de la main, il faut savoir qu'on se sous-spécialise dans d'autres, par conséquent, et qu'on est quand même dans notre période de formation générale. Ce qui a posé d'ailleurs des problèmes pas plus tard que récemment sur l'examen final du DES, où on est questionné sur l'ensemble de notre spécialité. Et ceux qui ont une formation très orientée rachis ou très main, très pied, se sont retrouvés en difficulté sur le reste. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça soit non pas exceptionnel, mais il faut que ce soit ponctuel dans la formation. Je pense que c'est indispensable parce que, vous l'avez rappelé, la plupart des internes un jour seront en libéral, donc il faut avoir cette visibilité, cet apprentissage de la chirurgie, mais aussi de comment ça se passe en libéral, donc c'est très bien. Et néanmoins, il faut que ça reste ponctuel. Et je pense qu'il y a un risque quand même actuel, c'est que finalement ça soit accepté qu'on se forme en clinique. Et que progressivement, on va laisser les internes aller à gauche, à droite. Le problème, c'est qu'il y a une question de continuité des soins. C'est-à-dire que si on laisse, le nombre d'internes n'augmente pas beaucoup. Je crois que c'est à peine, si on a fait les chiffres, là c'est à peine 7 par an à l'échelle nationale, c'est rien. Si on accepte que ces nouveaux terrains de stage s'ouvrent, ça fait des postes en moins au CHU et la continuité des soins à l'empathie. Donc
il y a un vrai questionnement à moyen et long terme sur ce qu'on veut de l'hôpital public, ce qui va s'y passer en termes d'offres de soins et de formation. Mais déléguer la totalité ou la majorité de la formation au libéral, je pense que c'est une erreur qu'il faut savoir prévenir. En fait, il faut encourager. Moi, je pense qu'il faut encourager les jeunes à aller voir des experts, à bouger. Mais la formation, pour moi, c'est le CHU. Eh oui. Moi, je voudrais insister sur ce que dit Jimmy, parce que je suis complètement d'accord avec ça. C'est pour ça le déséquilibre public-privé, il faut vraiment bannir tout ça. Hein. Ça, on fait la même chirurgie à l'hôpital que dans le privé. Le patient, c'est le même à l'hôpital que dans le privé. Les chirurgiens prennent en charge très bien à l'hôpital ou dans le privé, c'est pareil. Il faut rappeler quand même que l'hôpital, on a l'externe, on a l'interne, on a le chef de clinique, on a l'assistant, on a le patron. Donc, quand on est interne, on débute sa formation chirurgicale. On est aidé par le chef de clinique. Le chef de clinique qui a déjà fait 4 ans. Maintenant, c'est docteur junior, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça le compagnonnage. Et ça existe depuis 100 ans. L'internat des hôpitaux de Paris est une chance d'être un petit compagnon pour devenir un grand compagnon. Donc, il existe le compagnonnage, sauf que comme je suis tout à fait d'accord, et donc on passe d'un service de chirurgie générale, chirurgie vasculaire, comme le dit, il ne faut pas être focus sur la main, parce que vous faites une épaule, il y a une plaie de l'artère axillaire, il faut la réparer. Donc il faut avoir une formation générale, et ça on l'a à l'hôpital. Donc le privé aide, à mon avis, dans un cursus de 4 à 6 ans, 6 mois à 1 an pour être focus sur la main, focus sur l'épaule. Et c'est ça qu'il faut qu'on intensifie. Parce que c'est vrai que les centres privés très focus sur l'épaule, on a acquis un niveau différent que l'hôpital qui doit se prendre en charge beaucoup plus largement. Mais l'hôpital forme très bien les chirurgiens en France. Et ça, il faut rassurer les gens. Il y a un système d'externat, d'internat, de clinica, puis d'assistants et de patrons. Et sur un cursus de 5 ans de chirurgien, eh ben, il faut laisser le chirurgien aller 6 mois dans un centre d'excellence si dans le futur il s'oriente sur la chirurgie de la main par exemple ou sur la chirurgie du pied. On doit travailler en collaboration. Moi je dis toujours l'hôpital est essentiel et il faut que l'hôpital soit en bonne forme. Moi ce qui m'inquiète c'est quand les gens disent l'hôpital est malade. Moi ça me fait de la peine parce que l'hôpital n'est pas malade. L'hôpital a un interne, un externe, un interne, un chef, un assistant, un patron. Et ils travaillent ensemble, et ils font de la belle chirurgie, et il faut rassurer la population. L'hôpital n'est pas malade. L'hôpital est surbooké, parce qu'il n'y a pas assez de praticiens. Mais les praticiens, ils font bien, ils font très bien, et ils font aussi bien de le privé. Et vous voyez, moi qui suis dans le privé, je fais la promotion de l'hôpital, parce que je pense que c'est pas bien de dire qu'il y a un déséquilibre. C'est pas bien. Et il faut, au contraire, et moi qui suis dans le privé, je fais des staffs à l'hôpital. Je vais à Georges Pompidou et je fais un staff sur l'épaule avec tous les chirurgiens. Et à mon staff dans le privé, les internes et les chefs du public viennent au staff du privé. Voilà comment on doit travailler. C'est-à-dire qu'il faut upgrader tout le monde. Comme dans les staffs, on fait venir la surveillante, on fait venir les infirmières, on fait venir les assistantes de recherche et on est au courant des dernières publications et tout ça. Il faut que tout le monde participe au bien commun. Et le bien commun, c'est le public, c'est le privé. C'est les chirurgiens, c'est les patients qui sont les mêmes patients. Donc on se doit de leur offrir le même service. Et donc on peut dire que ça marche quand même, en vérité. Ça marche, mais c'est une vraie question, parce que là on le voit à l'heure actuelle, il y a certaines chirurgies qui se font de moins en moins à l'hôpital public pour des questions logistiques, parce qu'il y a beaucoup d'ambulatoires, parce que ça va plus vite, etc. Et du coup, c'est ces activités-là qu'on a de base encore. Alors je parle pas de la main, mais je parle je sais pas moi, des ligaments croisés, etc., qui vont aller beaucoup plus facilement dans les structures privées pour des raisons qui sont pas... Enfin, le patient, comme on vient de le dire, il n'empathie pas. C'est les chirurgiens qui sont dans le privé, en l'occurrence à côté du CHU de Nantes, c'est des anciens du CHU de Nantes. Oui, voilà. Donc en termes de qualité, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il faut que ces chirurgiens qui étaient dans le public avant, qui sont dans le privé maintenant, ils ont bénéficié d'une formation dans le public. Donc si elle diminue cette offre de soins, forcément l'offre de formation aussi. Donc c'est très important de maintenir cette activité, et on en parlait je crois hier ou avant-hier, notamment avec l'orthogériatrie, une partie qui prend énormément de place et de plus en plus de place dans les CHU. Les murs, eux, ne grandissent pas, le nombre de praticiens non plus, voire même diminue, et du coup c'est une part d'activité qui prend de plus en plus de place et qui va grignoter l'autre
part qui est importante à la formation, et ça c'est une crainte aussi à moyen long terme pour les plus jeunes, parce que du coup on se dit est-ce que dans 20-30 ans on fera que des cols du fémur et du sepsis et de la tumeur en CHU. Moi je pense que c'est absolument ce qu'il faut fuir, mais hélas peut-être qu'on va devoir s'y confronter un moment, mais c'est une vraie crainte parce que ça va venir très vite, et en fait personne peut vraiment, c'est un facteur qu'on peut pas gérer, je trouve, ce truc là. Et c'est une vraie question sur est-ce qu'il va falloir justement maintenir des internes dans structures publiques en faisant col du fémur, plein de prothèses, et puis après, pour aller se former, on ira en privé. Je pense que c'est une très mauvaise idée, mais c'est peut-être une fatalité un jour ou l'autre. Mais il va falloir se battre pour que ça se passe pas comme ça, en tout cas. Moi, je viens de Grenoble, où on a une collaboration en orthopédie. Il y a Johan Barth qui était privé, qui retourne au CHU maintenant et qui va être professeur honoraire. On a créé un groupe avec tous les orthopédistes à cause de la crise Covid et à cause des urgences traumato du ski, qui fait que maintenant, tous les matins, tous les dossiers en attente, en clinique et à l'hôpital, il y a une liste. Et les collègues hôpital disent je le reprends, le collègue de clinique dit je prends. On a réparti les cols du fémur en disant on ne peut pas demander au CHU de se bouffer tous les cols du fémur. Donc toutes les cliniques privées de Grenoble et les ESPIC disent moi je prends un col, je prends deux, j'en prends trois. On a réparti toute l'activité et on est en train, avec le travail de Johan, de répartir aussi l'université et de faire en sorte qu'ils puissent aller se former partout, et on met tout en commun. Et donc il y a aujourd'hui une vraie synergie et qui va permettre à nos jeunes d'abord de se former partout, c'est bien. Il faut que le CHU reste un CHU fort. Il faut que les élites du privé qui se sont formées très bien puissent revenir enseigner au CHU. Et puis il faut que nos jeunes puissent venir aussi en libéral pour apprendre l'entreprise libérale, parce qu'un certain nombre d'entre eux vont s'installer, que quand ils remplacent, ils ont peur, que quand ils s'installent, parfois ils ne savent pas lire un contrat, et parfois ils se font endetter de 400 000 ou 500 000 euros sur un rachat de clientèle, et derrière ils vont devoir déclencher une politique de dépassement d'honoraires et de suractivité pour pouvoir rembourser l'endettement. Ils vont avoir des contrats avec les cliniques où il y a des clauses de non-réinstallation très compliquées à gérer à Paris par exemple, et donc s'ils ne nous rencontrent pas en libéral, ils ont parfois pas la bonne vision. Alors quand ils ont des PU, PH qui ont un secteur libéral statutaire, ce qu'il faut faire pour les aider à garder notre élite à l'hôpital public, ils commencent à les former un peu à la gestion des finances et des ressources et de l'entreprise médicale libérale. Mais c'est vrai que quand on a des collègues qui font leur internat et leur clinica et qu'un jour on leur dit tu vas en libéral, ils sont un peu inquiets, déstabilisés. Moi, j'ai eu 2 urologues salariés dans mon équipe parce que nos jeunes ne voulaient pas s'installer en libéral. Donc, il faut que le monde libéral, on apprenne aussi à les salarier, tout en restant dans un compagnonnage où on les salarie 1 an ou 2 comme collaborateurs salariés ou collaborateurs libéraux pour qu'ils apprivoisent la réalité de l'entreprise libérale. Et c'est vrai que c'est un peu dommage que nos CHU, au point de vue déontologique et au point de vue entreprise libérale, ne les forment pas. C'est-à-dire que là, il manque quelque chose. On est les meilleurs au monde dans un grand nombre de techniques chirurgicales, mais quand on va en libéral, si on n'a pas une installation libérale de qualité, on peut cramer toute sa carrière médicale, y compris se retrouver en surmenage, en burn-out, parce qu'on s'est mal installé. Donc c'est aussi ça le partage libéral hospitalier. C'est pour ça que j'ai insisté pour qu'on parle de ce sujet-là. Il faut aider les jeunes à l'installation. Alors la collaboration public-privé, c'est bien, heureusement, et je dirais même, enfin, on a pris conscience de ça, et que le public et le privé ne sont plus en opposition, mais en synergie. Et c'est un petit peu grâce à toi, Philippe, qui a été président de la Sofcote privée, un petit peu moi, qui était président du CNP privé, et enfin, des praticiens du privé arrivent à travailler dans des instances d'en haut, quoi. D'en haut, et je crois qu'il faut que ça continue. C'est vrai que quand j'ai démarré, mais on ne pouvait pas imaginer une seule seconde d'avoir une relation avec l'hôpital d'en face. On ne se parlait pas. Voilà. Et puis, comme tu l'as dit très bien, comme tu dis Philippe, les jeunes qui s'installent en privé, ils sortent du CHU d'à côté la plupart du temps. Quand on discute avec Luc Favard à Tours, il a d'excellentes relations avec ses chefs. Et c'est exactement ça. Ils se partagent les urgences en disant qui peut prendre un col du fémur, etc. Mais c'est ça la vraie vie. Et c'est comme ça qu'il faut faire aujourd'hui. Et arrêter cette opposition idiote, malsaine et débile c'est mes patients. Et je préfère le faire attendre 5 jours dans mon service plutôt que de l'envoyer à côté pour se faire soigner comme il faut. Je crois qu'il faut arrêter ça. C'est pas gagné. Hein. Et je crois que la limitation actuellement, c'est pas nous les chirurgiens. Hein. C'est l'administration. Hein. Laissez-nous travailler, donnez-nous les moyens de travailler et on va bien travailler.
Ben, c'est parfait. Ben, on va s'arrêter sur ça et sur le fait que de toute façon, le compagnonnage dans le structure privée, a priori, c'est quand même possible et plus que possible. Ça se fait, ça existe et ça marche plutôt bien finalement, quoi. Et, euh, et qu'il faudrait quand même, malgré tout, entendre ce que dit Jimmy Pêcheur, que ce serait peut-être pas si mal que quand même le CHU garde toutes les compétences et transmette toutes les compétences en première. Voilà. Mais c'est peut-être plus pour la formation limite initiale, quoi. Déjà la formation initiale au CHU et après, on peut faire du compagnonnage avec qui on veut, où on veut, dans le privé, quoi. Voilà. Et par ailleurs, il faut préparer les jeunes au libéral, les surtout, jeunes à l'installation libérale. surtout qui seront 80% d'orthopédie. Comme l'a dit très bien Didier, sinon ils vont se cramer leur installation. Ça se prépare et on doit les accompagner. Et c'est notre rôle, ça à aussi, nous ça les plus t'apprend anciens, justement quand tu de viens les accompagner dans cette voie-là. D'accord. Parfait. Mais ce qui est vrai aussi pour les collègues hospitaliers qui ouvrent un secteur libéral statutaire. Il faut les aider parce que c'est une façon de garder notre élite à l'hôpital public. Et quand vous avez des PUPH qui gagnent 6 000 € par mois dans des spécialités aussi complexes et difficiles, on risque de les perdre. Donc il faut aussi consolider ce qu'a fait le Ségur, mais consolider aussi la possibilité d'ouvrir un secteur libéral statutaire pour leur permettre de rester à l'hôpital. Et là aussi, ils comprennent d'ailleurs les réalités du monde libéral sur le fait qu'on gère une entreprise. C'est dit.